Arrête de boire de l'eau, la clé pour réellement s'hydrater. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'hydratation. Si vous regardez cette vidéo, en fait elle fait un peu suite à la précédente, c'est probablement que vous buvez beaucoup, hein, et que vous urinez beaucoup, ou du moins que vous ne vous hydratez pas vraiment en fait. Voilà, vous buvez beaucoup d'eau, vous buvez 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 3 litres d'eau par jour. Il y a beaucoup de mythes d'ailleurs par rapport à ça, hein, de boire au moins 1 litre d'eau tous les 20 kilos de poids de corps. C'est n'importe quoi, hein, parce qu'il y a une grosse différence entre boire de l'eau et s'hydrater. Donc si vous voyez une dissonance entre ce que vous buvez et ce que vous urinez, ce que vous excrétez, la qualité de vos selles, etc., c'est probablement que vous ne vous hydratez pas correctement. Concrètement, ça sert à quoi en fait de s'hydrater? Ça sert déjà à détoxifier, hein. L'eau, c'est un vecteur de détox quand même assez puissant. Si vous n'êtes pas vraiment hydraté, il n'y a pas grand chose qui peut sortir de vous, et en l'occurrence des toxines. Ça prévient également la déshydratation, bon, évidemment, hein, parce que c'est dans le nom. Et le fait d'être correctement hydraté, ça va aussi prévenir tout ce qui est diarrhée, vomissement, malabsorption des nutriments qu'on a vu dans la vidéo précédente, hein, transport des nutriments. Ça participe également à la création de mucus protecteur pour vos muqueuses intestinales, muqueuses gastriques et autres. Et ça prévient également de la constipation, parce que vous savez que le côlon, normalement, il est chargé de réabsorber l'eau, donc dans vos aliments ou dans toutes les boissons que vous buvez, dans le but de constituer des selles qui vont être moulées correctement, hein. Mais quand on est constipé, cette réabsorption n'est pas effective et donc les selles sont plutôt sèches et c'est ça qui fait qu'on est constipé, à l'inverse d'une diarrhée où l'eau n'est pas réabsorbée du tout. Donc c'est un autre problème, hein, mais l'eau c'est un point central dans ces questions-là. Donc la vidéo est divisée en plusieurs points. On va voir donc quels sont les électrolytes, on va juste revenir sur cette définition. Que sont les électrolytes? Ce sont des minéraux. En fait, il y en a 4, mais beaucoup de gens parlent des électrolytes comme juste ces 4 minéraux-là, hein. Mais pour moi, il y a également des électrolytes secondaires et des cofacteurs non électrolytiques. On verra ensuite ce que c'est, hein. Mais en gros, les électrolytes, c'est le magnésium, le potassium, donc magnésium ici, potassium là, calcium et le sodium, 4 minéraux qui vont être en fait des médiateurs chimiques. C'est eux qui vont orienter l'eau dans une direction plutôt qu'une autre. Je simplifie vraiment à fond, mais c'est grâce à ces électrolytes que l'eau va pouvoir être utilisée, pardon, à des fins productives pour l'empêcher en fait de rentrer par un trou et ressortir par l'autre, comme si de rien n'était. Donc voilà, ces électrolytes, ce sont des guides. Les 4 principaux, donc comme j'ai dit avant, sont le magnésium, le sodium, le calcium et le potassium. On va voir rapidement en fait leur rôle. Le magnésium qui sert à la régulation donc, du ratio donc, sodium-potassium. C'est une pompe, on parle d'une pompe dans les cellules. Pareil, encore une fois, sans être dans le détail, mais la pompe sodium-potassium dans les cellules, c'est ce qui va gouverner en grande partie tout ce qui va être conduction nerveuse et contraction musculaire. Littéralement, c'est un signal électrique, donc en l'absence de magnésium, ça va venir altérer ce processus-là. Magnésium aussi crucial dans la synthèse d'ATP, donc l'ATP, c'est l'unité fondamentale de l'énergie dans votre corps. Il n'y a que deux minéraux qui peuvent créer de l'ATP, ou en tout cas qui interviennent dans la création d'ATP, donc la création d'énergie utilisable directement par le corps. Ce sont donc le magnésium et le cuivre. L'ATP donc permet d'alimenter tous les processus biochimiques, donc ce qu'on appelle souvent en chapeau de sac un terme, on appelle métabolisme. Le métabolisme donc c'est la somme de toutes les réactions biochimiques dans votre corps, hein. Donc ça peut prendre en compte cette pompe sodium, potassium qu'on a vu juste avant. Ça peut prendre en compte la réabsorption de l'eau par le côlon dans les selles, la création de mucus, transport de nutriments. Tout ça, ça coûte de l'énergie, hein. Le corps est une grande machine et chacun des processus va forcément coûter de l'énergie. Cette énergie, unité d'énergie, c'est l'ATP. On n'est pas en train de faire un cours sur l'ATP, hein, mais l'ATP nécessite en tout cas du magnésium et du cuivre pour pouvoir être correctement synthétisé. Donc le magnésium, ça sert en tant qu'électrolyte, donc dans cette question qui est l'hydratation, mais ça sert également pour la création d'énergie. Donc une carence en magnésium, c'est assez courant, malheureusement, quasiment tout le monde est carencé. On a également donc, le sodium, c'est peut-être le plus connu, hein, parce que quand on va manger du sel, alors pas du sel de table, par contre, on parlera de sel gris, peut-être que je ferai une vidéo sur le sel spécifiquement un jour, mais là on parle bien de sel gris, donc du sel de Guérande. Voilà, sachez que le sel de Guérande, c'est le sel le moins pollué aux microplastiques et aux métaux lourds dans le monde, voilà. Donc quand on parle de sodium, on parle souvent du sel, c'est un peu une erreur parce que le sel en fait c'est du chlorure de sodium, donc dans 100 grammes de sel en fait on n'a que 40% de sodium. En fait ce qui est pas mal, c'est que, on le verra en fait dans les électrolytes secondaires, c'est que le chlore permet au sodium d'être correctement utilisé. C'est un cofacteur. Cette notion de cofacteur-là, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente concernant l'assimilation des nutriments. Donc à l'heure actuelle, si vous cherchez à reconstruire une muqueuse intestinale, vous avez besoin d'assimiler ce que vous mangez. Donc allez voir la vidéo précédente pour comprendre ce que c'est cette notion de cofacteur, de synergie, d'électrolytes, etc. Mais également, on en reviendra ensuite, hein, la densité et la biodisponibilité. Donc le sodium, ultra important. Donc pareil, ça démystifie un petit peu cette peur du sel. Donc le sodium est hyper important pour réguler la composition, la teneur en eau hors et en des cellules. Et pareil, ça vient assurer
la correcte assimilation de l'eau dans l'intestin grêle pour la création de mucus, etc. On l'a vu juste avant. Le calcium aussi, très grands électrolytes. Bon, le calcium, pour le coup, il a des rôles bien plus divers que simplement être un électrolyte, hein, d'accord. Là où c'est important dans ce contexte-là, c'est qu'il va limiter la perte d'eau donc cutanée, donc ça va éviter à votre peau d'être toute sèche, mais ça va également activer l'aldostérone. L'aldostérone, c'est une hormone. Cette hormone, entre autres, hein, elle permet de réabsorber dans le rein le sodium et l'eau. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'on boit beaucoup d'eau qu'on est véritablement hydraté. C'est comme dans l'exemple de la méthylation, pour ceux qui l'ont pu regarder dans la vidéo précédente sur la stratégie pour correctement assimiler ces nutriments. C'est comme la méthylation, en fait, c'est plus rentable d'avoir une eau recyclée et utilisée efficacement que de s'abreuver comme une vache tous les jours. Donc le potassium, on a vu d'ailleurs juste avant qu'il fonctionnait en synergie avec le sodium. Donc électrolyte qui se situe dans les cellules, qui va gouverner un tas de fonctions dans ce qui est des volumes et des échanges dans la cellule. Et pareil, le potassium, donc comme il fonctionne en synergie avec le sodium, le potassium, il permet l'excrétion rénale du sodium en excès. Et normalement, si on a un apport en calcium suffisant, le sodium, il est censé être réabsorbé. Donc en toute logique, on ne devrait pas avoir besoin de saler nos plats si on a une alimentation qui est très riche en minéraux, d'accord. Sauf maintenant, avoir des apports en électrolytes, c'est une chose, les assimiler, c'en est une autre. Est-ce qu'ils sont en quantité? C'est encore autre chose. Est-ce qu'ils sont disponibles? C'en est encore une autre question. Donc c'est pour ça qu'on en vient des fois à saler nos plats. Mais mon avis en tout cas, c'est que si on met en place tout ce qu'il faut, normalement on n'a pas besoin de mettre du sel. Ça c'est mon avis. Ensuite on va avoir une autre notion. Donc ça pareil, c'est selon moi toujours les électrolytes secondaires. Donc pour moi en fait ce sont tous les cofacteurs qui vont permettre aux électrolytes principaux de pouvoir exercer leur fonction. Par exemple, ça sert à rien en fait d'avoir du sodium pur. De toute façon quand on prend du sel, ça ne l'est pas le cas, mais voilà. Ça sert à rien d'avoir du sodium pur si derrière on n'a pas un apport de chlore, donc sous forme d'ion, hein, donc c'est une forme de chlorure. Hein. Donc en l'absence de chlorure, votre sodium il n'est pas efficace en fait. Il n'est pas efficace et donc il ne va pas exercer sa fonction d'électrolyte à plein régime. De même que le calcium, si on n'a pas d'apport de vitamine D, pareil on l'a vu dans la vidéo précédente, mais si on n'a pas de vitamine D qui va servir lui de médiateur pour le calcium, et bien le calcium ne pourra pas exercer correctement sa fonction d'électrolyte. Même système de synergie avec la taurine et le potassium. Pour le coup, la taurine, elle marche sur le potassium et sur le sodium. Ça va réguler les flux de l'un et de l'autre. Et le magnésium, lui, a beaucoup de cofacteurs. En vérité, hein, ils ont tous beaucoup de cofacteurs. Là, j'ai mis les principaux. Le magnésium, lui, il fonctionne en synergie avec le phosphore. Donc, forcément, pour la création d'ATP, l'ATP, adénosine, triphosphate, phosphate, phosphore. Donc, forcément, ils marchent ensemble. Et ensuite, on a les vitamines B1, B6 et B2. Donc, pareil, avant de prendre des gélules de magnésium, voilà. Si on n'a pas d'apport en B6, en B1 et en B2 suffisant, c'est pas que ça sert à rien en fait, juste que c'est pas optimal. D'ailleurs, souvent, vous regarderez dans les compositions de magnésium, souvent d'ailleurs la forme bisglycinate, souvent on met de la B6 avec de la taurine, parce que c'est vrai que c'est pas écrit ici, hein. La taurine c'est aussi un cofacteur pour l'assimilation correcte du magnésium. Voilà. Donc souvent, c'est des formules avec magnésium, B6, taurine. Et encore, il faut s'interroger sur un truc, c'est que la forme de B6 dans ces compléments, souvent c'est de la pyridoxine, pas la bonne forme de B6. Encore une fois, question, notion qu'on a vue juste avant sur les formes actives et la biodisponibilité. Le problème, c'est que on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais beaucoup de gens réagissent très très mal à cette forme de B6. C'est le cas de Carla par exemple, qui expliquera sûrement dans une autre vidéo. Mais pour elle, par rapport à ce complément alimentaire, le magnésium, hein, quand il est joint donc avec de la B6 végétale, en tout cas chez elle, ça ne passe pas. Donc même dans les compléments alimentaires, faire attention et toujours individualiser la chose. Mais encore une fois, voilà, si on veut avoir un apport en magnésium suffisant, comme l'exemple de la méthylation et comme l'exemple ici de la réabsorption du sodium et de l'eau grâce au calcium, des fois, voilà, c'est plus rentable en fait de soutenir l'utilisation efficace de son magnésium que d'en manger plein 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 ou de prendre un max de gélules de magnésium. Donc vous voyez en fait que c'est pas binaire, voilà, c'est pas ah j'ai une carence magnésium donc je prends plein de magnésium. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu plus compliqué que ça. Compliqué dans le sens où c'est pas si facile qu'on pourrait le prétendre, mais dans le fonctionnement c'est très simple à comprendre. Hein. Ensuite on a donc les cofacteurs non électrolytiques. En vérité j'ai un peu sauté une étape, c'est donc la vitamine D et la taurine qui sont juste ici. On verra à la fin de la vidéo hein, quelles sont les meilleures boissons, les meilleurs aliments à introduire dans sa diète pour pouvoir avoir tout ça à fond pour pouvoir collecter, on va dire, tous ces électrolytes principaux, secondaires et cofacteurs. Autre point hyper important aussi, c'est la densité nutritionnelle et la biodisponibilité. Ça pareil, c'est une notion qu'on a déjà vue. De toute façon, ça va répondre directement à ce tableau. Je vous ai fait un petit tableau comparatif des meilleures boissons à introduire pour pouvoir réellement vous hydrater. Hein. Mais toutes les formes de potassium ne se valent pas, toutes les formes de calcium ne se valent pas, toutes les formes de sodium et de magnésium ne se valent pas. Et souvenez-vous, dans les aliments qui sont extrêmement riches et denses en nutriments, on conservait des ratios, en fait, on va dire, physiologiques, hein, des ratios. Ça renvoie encore à cette question de synergie, où il n'y a pas de minéraux qui sont en surprésence par rapport à un autre et qui pourraient l'inhiber. Pour ceux qui débarquent sur la vidéo, ça peut peut-être rien vous dire. Donc allez voir la vidéo sur l'assimilation où je détaille
ce processus voilà, de synergie et d'équilibre des minéraux. Et voilà, tout fonctionne en équilibre et tout est interdépendant. Donc quand on prend par exemple une gélule de magnésium voilà, et qu'on n'a pas une diète qui est correctement équilibrée, eh bien on vient bourriner voilà, dans une seule direction un max de magnésium, alors que votre diète en fait elle ne suit pas. Elle n'est pas équilibrée dans le reste. Donc malheureusement ça va créer un déséquilibre alors que votre action première était de combler une carence. Donc c'est quand même dommage, je trouve. Il y aura effectivement un intérêt hein, à prendre du magnésium, il y aura forcément des effets qui vont en découler parce que tout le monde est carencé, mais dans les faits c'est pas optimisé. D'abord on maximise sa diète et après on optimise. Beaucoup de gens font l'inverse en fait. Beaucoup de gens n'ont pas de diète clairement hein, qui leur conviennent et qui leur permettent de se régénérer, de guérir et de ne plus avoir aucun symptôme. Et ensuite seulement ils passent à des compléments alimentaires si par exemple génétiquement parlant ils ont quelque chose, ils ont une mutation génétique qui fait qu'ils ne peuvent pas correctement utiliser leur B9 par exemple au hasard. Pour ceux qui ont une mutation qu'on appelle donc MTHFR, ça existe, peut-être qu'il y aura une vidéo par rapport à ça aussi quand on parlera de la méthylation. Et ça vous voyez c'est des cas qui sont vraiment très spécifiques. Donc d'abord avant d'avoir une diète qui est optimisée avec plein de gélules partout, on veille à avoir une diète qui est maximisée et qui est individualisée par rapport à notre problème. Et seulement ensuite on peut l'optimiser avec des compléments, mais jamais l'inverse. Donc ça c'est un peu la partie théorique sur en gros à quoi ça sert les électrolytes. Il n'y a pas besoin de faire un exposé 30 000 ans hein, pour savoir à quoi sert le magnésium et le sodium. Ce qui est important, c'est de se dire que voilà, ce sont des médiateurs chimiques et en l'absence d'électrolytes, l'eau ne fait que transiter. Donc si à l'heure actuelle vous buvez plein d'eau, mais que vous ne retenez rien, donc par exemple, moi je vais vous citer un peu mon vécu, et à l'époque j'avais une diète qui était extrêmement végétale. Donc déjà, je mangeais végétal et cru, donc j'ai totalement défoncé, hein, pas d'autre terme, ma muqueuse intestinale, ce qui faisait que j'assimilais plus rien du tout de ce que je mangeais. Donc je mangeais euh, beaucoup, mais par rapport à maintenant, en fait, je mangeais moins avant. Pourtant, j'allais 3 fois par jour à la selle, ce qui était énorme en fait par rapport à. Il y avait une dissonance entre ce que je mangeais et le nombre de sels. Maintenant, mon nombre de sels a totalement réduit. Pas parce que je suis constipé ou quoi, hein, parce qu'il y a beaucoup moins de déchets à être traités et parce que j'assimile tout ce que je mange. Donc s'il y a une dissonance entre ce que vous mangez et ce que vous rejetez, posez-vous la question de est-ce que j'assimile vraiment ce que je suis en train de manger. Et ben c'est pareil pour la boisson. Est-ce que vous assimilez véritablement tout ce que vous buvez? Et moi à l'époque, je buvais à peu près 1,5 litre par jour et j'allais 6, 7, voire 8 fois par jour pour aller uriner. Hein, voilà, ce qui est énorme comparé à la quantité d'eau que je buvais. Hein. 8 fois pour 1,5 litre, c'est énorme. Il y a un problème en fait. Maintenant, par jour, je bois environ 1 litre d'eau et je vais uriner que 2 fois. Donc ça pourrait paraître pas beaucoup pour beaucoup de gens, mais simplement que bah, je retiens toute l'eau que je bois. Et encore, moi je compte pas l'eau que je mange aussi, hein, parce qu'on verra ensuite, il n'y a pas que les boissons qui vont vous être utiles dans cette grande quête de hydratation optimale, il y a également ce que vous mangez. Donc voilà, et encore des fois, moi je bois des boissons qui sont caloriques, comme du lait par exemple. Donc moi je me sers du lait pour me nourrir, mais également pour m'hydrater. Donc ça a une double fonction, tout comme les bouillons peuvent l'être, d'accord, et l'eau de coco aussi, ou les soupes de légumes. C'est à la fois hydratant et à la fois énergétique. Mais voilà, donc s'il y a une dissonance entre ce que vous buvez et ce que vous rejetez, posez-vous la question de est-ce qu'il y a assez d'électrolytes. Électrolytes, donc on peut avoir également dans ce qu'on mange. Voilà. Donc cette question de densité nutritionnelle, c'est à ça en fait que je fais allusion. C'est est-ce que dans votre diète, il y a des aliments qui sont très très denses. On les a vus dans la vidéo d'avant, hein, mais les fruits de mer, les œufs, les abats, les poissons gras, pour ne citer que, hein, il y a aussi la viande rouge, etc., qui sont très très riches en nutriments. De toute façon, les produits animaux sont infiniment plus riches en vitamines et en minéraux que les produits végétaux, sauf exception plutôt rare. Mais également, avant d'introduire des boissons électrolytiques, il faut que la diète elle suive à côté. Bon, quand je parle de diète, je parle d'aliments solides, donc d'aliments qu'on mange. Donc il faut que on mange minéral, mais il faut également qu'on boive minéral. Donc dans ce cas, donc, que faire? Quelle est la méthode concrète pour pouvoir remédier à ce problème? Donc comme je dis juste avant, miser sur une alimentation minérale dense et biodisponible. Crue, point d'interrogation entre parenthèses. Donc riche en minéraux, dense, donc avec beaucoup de minéraux, et biodisponible, donc absorbable, assimilable facilement. Cru, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que effectivement, c'est vrai que la cuisson, maintenant c'est quelque chose d'acté, et tout le monde cuit. Moi je suis pas contre le fait de manger cru. Par contre, prenez vraiment des précautions, hein, on ne mange pas n'importe quoi cru, toujours faire attention à la qualité. Bon, en vérité, il y a beaucoup de choses qu'on mange crues sans le savoir et qui sont assez banalisées, hein, comme les blancs d'œufs par exemple, ou les huîtres, ou les fromages au lait cru, hein, c'est pareil. Mais pour beaucoup de gens, en fait, ça les fait un peu quitter quand je leur dis de manger de la viande crue. La viande crue, vous verrez, c'est peut-être la meilleure solution pour s'hydrater, mais moi je peux comprendre que ça rebute beaucoup de gens. Il faut faire extrêmement attention sur la qualité. N'en déplaise à ce qu'on peut voir sur Instagram et sur YouTube. Manger cru, oui, c'est cool. On conserve une très très grande partie, une très grande richesse minérale. Et surtout, bah, la viande, quand on mange un steak, hein, donc de 100 grammes, bah, c'est comme nous. C'est comme nous. C'est-à-dire que le morceau de viande, il est constitué à 70% d'eau. Donc quand on mange une bonne pièce de viande qui pèse environ 300 grammes crue, eh bien, on vient en fait manger, sans s'en rendre compte, beaucoup d'eau. Et d'ailleurs, la viande rouge, c'est plutôt puissant parce que c'est super riche en sodium naturel, mais également en phosphore, dans toutes les vitamines du groupe B, mais également en magnésium, en potassium et surtout en taurine. Et oui, la viande rouge, donc crue, est riche en taurine parce que la taurine, en fait, c'est très thermolabile. Donc thermolabile, ça veut dire que c'est très sensible à la chaleur. Et quand on vient cuire une viande, la taurine est totalement évacuée. Et vous le verrez, je pense qu'on en parlera peut-être dans une vidéo, mais les personnes
voilà, qui sont diagnostiqués donc autistes par exemple, sont incapables de créer leur propre réserve et leur propre stock de taurine. Donc c'est hyper important d'apporter de la taurine avec la viande crue, donc parce que si elle est cuite, on en perd beaucoup. Voilà. Donc exemple assez typique de mutation, de variation, de cas individuels qui fait qu'on pourrait orienter les gens vers une pratique alimentaire plutôt qu'une autre. Et ce côté thermolabile, donc la taurine, c'est pareil pour les vitamines et les minéraux, hein. Alors les minéraux en vérité, bon, ils sont perdus à la cuisson. Les vitamines B, alors elles sont pas toutes thermolabiles de la même manière, mais en général, quand on va cuire une viande à la poêle, on va rapidement atteindre les 100 degrés, hein, c'est très courant. Euh, Également les vitamines C, donc les vitamines du groupe B, les vitamines C sont très sensibles à la chaleur. En général, c'est les premières qui partent. Euh, de toute manière, la vitamine C, on verra ensuite, mais vous n'êtes pas censé l'avoir avec un aliment cuit, sauf avec beaucoup de poivrons. Les poivrons, souvent, ça divise un petit peu les gens. Donc la vitamine C, personnellement, je ne m'inquiète pas trop par rapport à ça. On peut l'avoir dans des fruits, par exemple. Mais la vitamine, enfin, les vitamines du groupe B, par contre, ça, c'est un vrai sujet, hein. Ça part vraiment à la cuisson. Donc, quand on est carencé en vitamine B, n'importe laquelle, effectivement, pour moi, en fait, cuire ces produits animaux fait partir une très grande teneur, malheureusement, en vitamines, dont celle-ci. Voilà. Après, on peut en avoir dans d'autres aliments qui sont très riches en vitamines du groupe B et qui ne sont pas forcément voilà, à manger cru. Enfin, en tout cas, des viandes à manger cru ou des poissons à manger cru, des choses qui sont un peu plus banales, on va dire, et un peu plus acceptées, comme les produits laitiers par exemple, au genre de choses. Mais voilà, pareil, peut-être que je ferai une vidéo d'un jour sur ça, mais sachez que tout processus de cuisson qui peut altérer en fait le produit va forcément faire perdre des nutriments. Quand on va cuire dans l'eau, on a beaucoup de vitamines et de protéines qui vont être perdues dans l'eau. Quand on le fait au four, c'est tellement chaud que, pareil, on perd beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Quand on fait cuire à la poêle, c'est pareil. La cuisson la plus respectueuse, c'est la cuisson vapeur ou à la limite au four avec une très basse température. Ou alors, le top du top, c'est de manger cru, encore une fois. J'incite personne, mais juste prenez beaucoup de précautions par rapport à ça. Il faut vraiment faire attention sur la qualité de vos produits. Donc n'hésitez pas à questionner les producteurs qui vous vendent des viandes, des poissons, etc., des produits laitiers, sur comment voilà, ils élèvent leurs bêtes et élaborent leurs produits. C'est hyper important. En plus de ça, donc, il faut introduire des boissons électrolytiques. Alors, donc les boissons qui vont contenir les minéraux qui nous intéressent. Le bouillon, le lait cru, l'eau de mer, les fruits juteux, les agrumes, l'eau de coco, ça va grandement vous aider. Pour ça, j'ai fait un tableau récapitulatif et j'ai classé donc les aliments et boissons confondus par ordre d'efficacité. Donc nous, ce qu'on cherche en fait, quand on veut vraiment s'hydrater, c'est donc le sodium, potassium, magnésium, sodium, donc le chlore, donc le chlorure, la forme ionique, phosphore, zinc, B1, B2, B6, vitamine C et vitamine D, donc tous les cofacteurs. Et il se trouve que, quand même, parmi toutes ces boissons électrolytiques et aliments, il y en a qui se démarquent par rapport à d'autres. En premier lieu, donc, on a les huîtres. Pourquoi les huîtres sont écrites à part? Parce que c'est un fruit de mer qui surpasse vraiment tous les autres. Et en plus, on a pas mal d'eau à l'intérieur qu'on peut boire. L'eau d'huître est super intéressante et très chargée en iode. Donc pareil, l'iode, un autre minéral dont beaucoup de gens sont carencés, hein. C'est pas le but de la vidéo encore une fois, mais voilà, il y a beaucoup de carences dont personne ne parle. Souvent, voilà, sur les réseaux sociaux, on avance beaucoup des compléments alimentaires vers le magnésium, vers le zinc, vers la vitamine D, mais voilà, il y a d'autres minéraux et vitamines qui sont pas trop mis en avant malheureusement, qui sont à mon sens pas assez mentionnés. Donc l'iode en fait partie, le cuivre également, le bore aussi, hein. Mais donc voilà, parenthèse fermée. Donc l'huître et les fruits de mer crus, donc, encore une fois, l'huître ça se mange cru. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle de manger des moules crus, des crevettes crues, etc. C'est le même système, hein. Franchement c'est le même système. Il y a beaucoup d'aliments qui sont mangés crus, mais qui sont banals en fait, c'est juste que ça se mange cru. Voilà, sachez que les fruits de mer crus, en tout cas, constituent sans aucun conteste la meilleure source d'hydratation possible. La viande crue, pareil, elle se place en seconde position. J'ai mis les deux en première parce que ça se démarque par rapport aux autres. Ce qui nous manque souvent, donc ça va être la vitamine C. Pourquoi il y en a en fait dans les fruits de mer crus? Parce que dans les fruits de mer, quand on mange le crustacé ou le coquillage en entier, on va manger le foie avec sans s'en rendre compte. On va manger les organes en entier en fait. Et dans le foie, on a un peu de vitamine C, donc c'est pour ça qu'elle est écrite dedans. Alors c'est pas significatif, on va pas se mentir, ça aurait pu être écrit en orange. En tout cas dans la viande crue, ça c'est sûr, il n'y a pas de vitamine C. Par contre, on a quand même tout le reste, donc le spectre est ultra large. Et de toute manière, moi j'invite les gens à faire des combinaisons, voilà, à introduire plusieurs de ces meilleures sources pour tout simplement jouer sur toutes les variables possibles et mettre toutes les chances de son côté. Le lait cru, pareil, un très bon champion, hein. Le bouillon d'os aussi. L'eau de mer, alors l'eau de mer, ne vous amusez pas à aller boire l'eau de mer qui est en bas de chez vous, hein. C'est de l'eau de mer qui est vendue. Alors le problème de l'eau de mer, pourrait la mettre en tout dernier, hein, pour une raison très simple, c'est que ça coûte atrocement cher. C'est vendu à l'eau de Quinton, etc. Ça se vend, hein, mais c'est ultra cher. C'est ultra cher. Et il vaut mieux la faire un peu maison, entre guillemets, avec des solutions électrolytiques, on en reparlera ensuite, que d'acheter directement l'eau de Quinton. Après l'eau de Quinton, il n'y a pas que des électrolytes, enfin, il n'y a pas que les 4 électrolytes principaux dedans, il y en a beaucoup plus que ça. Et en fait, l'eau de mer, ce qui est bien avec, c'est que, donc hormis les vitamines, qui sont ici, en tout cas en termes de minéraux, l'eau de mer, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a la même richesse en minéraux que le plasma sanguin. C'est pour ça qu'elle est hyper intéressante. Mais bon, point de vue du prix et du fait qu'elle ne contient aucune vitamine, ça la place pour moi en source pas si intéressante que ça, quand on peut se permettre d'avoir des fruits de mer, de la viande crue, du lait cru, du bouillon. Voilà, pour moi, c'est pas la source la plus intéressante. L'eau de coco, pareil, ça se défend pas trop mal. Moi, je la trouve pas super intéressante. Enfin,
encore une fois, en fait, quand on a la chance d'avoir toutes les sources précédentes d'hydratation, l'eau de coco pour moi ne paraît pas indispensable. Dans une région du monde où on n'a que d'eau de coco et du bouillon, par exemple, ça fera très bien l'affaire, hein, d'accord? Mais c'est juste que voilà, parmi les autres, c'est pas pour moi la meilleure. Les jus de légumes, agrumes et juste, alors les jus d'agrumes, je parle bien d'agrumes pressés frais, hein, et agrumes tout court, donc les fruits juteux entiers. J'aurais pu mettre d'ailleurs des fruits juteux comme la pastèque ou le melon, mais bon, ils auront les mêmes inconvénients. C'est que ce tableau-là, en fait, il va prendre en compte la biodisponibilité des vitamines et des minéraux qui sont dedans, en fait, hein. C'est pour ça que beaucoup de points sont jaunes ou rouges ou oranges. C'est que rapporter le nutriment donc dans l'aliment à est-ce qu'il est en quantité, est-ce qu'il est biodisponible, et surtout, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de toxines végétales, donc toxines végétales qui vont venir parasiter et agir comme des chélateurs. Donc les chélateurs, ça va rendre une substance insoluble, donc inutilisable, ce qu'on va beaucoup retrouver dans les jus de légumes. C'est pour ça que les jus de légumes, ça paraît intéressant sur le papier, mais bon, tout dépend du légume, hein, déjà, mais beaucoup de légumes contiennent des toxines végétales, donc forcément, quand on les réduit à l'état de jus, bah, il y en a vraiment beaucoup, en très grande concentration. Donc pour moi, ça fait des jus de légumes une solution pas du tout intéressante. C'est pour ça qu'ils ont autant de points jaunes, orange et rouge. Donc voilà, ce tableau, il est bel et bien indexé par rapport à ce que vous pourrez en tirer et absorber, hein, d'accord? En termes de praticité, je trouve vraiment ces 4 premiers éléments sont surpuissants, parce que quand on mange cru, on n'a pas à cuire en fait. On l'oublie comme ça, mais quand c'est cru, bah, c'est pas cuit. Merci Théo. Mais c'est juste que bah, c'est acheté, c'est mangé direct, quoi. Vous prenez votre assiette, vous mettez votre bout de viande dedans, boum, c'est prêt, quoi. Donc ça, c'est un gros gain de temps. L'avantage du lait cru, bah, c'est pareil, c'est que quand c'est acheté, c'est prêt à être bu directement. Et pour le bouillon d'os, et bah dedans, on peut faire cuire des viandes gélatineuses. Donc ça, pareil, on le verra dans les meilleures astuces et protocoles complets pour pouvoir régénérer sa muqueuse intestinale. Mais les viandes gélatineuses et la moelle osseuse et tout ce qui est voilà, tout ce qui est à base de gélatine, donc les pâtés de tête, la gélatine en poudre, etc. Ça va être super et surpuissant pour enfin assimiler correctement ce que vous mangez, hein, en vue d'une guérison. Donc le bouillon d'os, pareil, en termes de praticité, pour moi je trouve ça, alors c'est un peu coûteux en énergie parce qu'il faut laisser la cocotte frémir pendant au moins 6 heures, donc ça coûte un peu d'énergie en matière d'électricité. Mais là où je trouve en fait l'analyse plutôt variable, c'est que bah, ça dépend ce qu'on met dedans en fait, hein. Si on met beaucoup de sa moelle, qu'on le laisse mijoter pendant très longtemps, qu'on met dedans du pâté de tête hyper intéressant parce que c'est de la tête de veau dans de la gélatine. La gélatine, c'est un truc vraiment incontournable et excellent pour vos muqueuses. La tête de veau, ça reste un abat hyper intéressant. On a le nez, on a la langue, on a les joues, les oreilles, on a tout dedans. Ça, pareil, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça. C'est manger moins de viande, mais manger beaucoup plus d'animal. Donc, nuance subtile, mais ça fait toute la différence. Dans le bouillon, on peut mettre en plus de ça des viandes gélatineuses. Donc, ça va servir juste déjà à manger de la viande, mais aussi on va pouvoir faire fondre la gélatine, tous les tissus en fait qui sont autour des articulations, comme sur des viandes comme le collier d'agneau par exemple, ou le jarret. Système très simple en fait, c'est que pour avoir des articulations solides, il faut manger des articulations. Voilà. Donc si encore à l'heure actuelle vous avez des grosses inflammations articulaires, des douleurs articulaires, ça va grandement vous aider. Entre autres, hein. C'est un des multiples processus, mais en tout cas ça c'est un des plus puissants. Donc voilà pourquoi pour moi voilà, ces 4 boissons-là sont vraiment celles qui se démarquent le plus. Maintenant voilà, cette approche-là, il faut l'individualiser. Pourquoi? Parce que dans le lait cru, donc on a de l'insuline, donc l'insuline bovine, l'insuline donc de la vache qui a produit ce lait. Donc si on a des petits problèmes relatifs à l'insuline, j'aurais tendance à ne pas conseiller le lait cru. Le bouillon d'os, c'est riche en histamine. Donc ceux qui sont intolérants à l'histamine, pareil, encore une fois, il y aura une vidéo par rapport à ça, je déconseille le bouillon, très fortement. Si vous faites ça maison, il y a des gens, donc la marque Germino est très connue, qui ont développé un bouillon d'os sans histamine pour pouvoir répondre à cette demande. Donc ça existe, hein. Les agrumes et donc tous les jus qui vont avec sont des inhibiteurs de la DAO. La DAO, c'est l'enzyme qui est chargée de dégrader l'histamine. L'histamine qui va engager des réponses allergiques, typiquement des démangeaisons, tachycardie, des rougeurs, la toux, nez qui coule, yeux qui piquent, etc. Encore une fois, dans la vidéo histamine, ce sera détaillé, tout comme ce fonctionnement de DAO. Les salicylates, même système, il y aura une vidéo par rapport à ça, mais souvent, quand on est intolérant à l'histamine, on est souvent intolérant aux salicylates. Donc, encore une fois, l'approche, elle est tout le temps à individualiser. Faut pas se dire, ok, la vidéo, elle dit que les fruits de mer, c'est bon pour moi, boum, je fonce acheter 3 kilos d'huîtres crues et je mange tout d'un coup. Pas forcément, hein, c'est pas aussi simple que ça, d'accord? Il y a de fortes chances pour que ça marche. Il y a peut-être des gens qui vont développer des intolérances aux fruits de mer parce que leur intestin est poreux, par exemple. Donc dans ce cas-là, ce conseil ne marchera pas. Donc comme d'habitude, testez, hein, avec une petite quantité et voyez sur vous comment ça marche. Corrélez toujours ce que je vous raconte par rapport à vos intolérances. Encore faut-il les connaître. Et enfin, donc la grosse question, les solutions électrolytiques. Au moins, ça permet d'esquiver toutes ces questions de oui, mais l'insuline, je sais pas trop, l'histamine, je sais pas trop. Ça, au moins, c'est radical. Ça permet d'esquiver tous ces problèmes, en fait. Encore faut-il avoir une solution électrolytique qui a donc les bonnes formes, encore une fois, les bonnes formes de minéraux, donc forme assimilable, peu disponible, toujours, avec un bon spectre. S'il y a juste du sel dedans avec du magnésium, on essaie d'avoir un spectre quand même qui est plutôt large, donc qui contient donc les principaux, les secondaires et les cofacteurs.
Et enfin, les dosages. Pareil, le dosage c'est intéressant. Dosage hyper important, je devrais plutôt écrire les ratios, parce que pour qu'une boisson électrolytique soit efficace, il faut que la teneur en minéraux s'approche de la sueur réelle. Le but c'est de compenser la perte en électrolytes, donc, et qui part en général dans la sueur. Donc il faut se rapprocher de la composition de la sueur. Comment faire ça? Avec par litre, hein, pour 1 litre de sueur perdue, on va perdre 1 gramme de sodium, 1 gramme de chlore, 400 mg de potassium et 40 de magnésium. Ça veut dire que si on veut reproduire une boisson électrolytique, il faut s'approcher de ces ratios-là par litre, hein. Donc ça demande d'acheter individuellement tous les composants, prendre directement du sel pour le sodium et le chlore ensemble, enfin le chlorure de sodium, pardon, ça sera beaucoup plus simple. Ça demande d'acheter du potassium et du magnésium et de se la jouer un peu, voilà, petit chimiste avec ses propres boissons. Autre facteur important, ça va être d'éviter les diurétiques inutiles. Je pense directement au café et au thé. Voilà, le café, le thé, ça engendre des fuites de magnésium monstrueuses dans les urines. Donc, en plus, pour le café, hein, de contenir d'autres toxines végétales, voilà, vous perdez donc du magnésium là-dedans. Donc, quand on est dans un protocole en tout cas de réhydratation, ces boissons donc stimulantes, personnellement, voilà, je conseille pas du tout. Et donc le dernier point, en fait, c'est la finalité de tout ça, hein, c'est donc compenser la perte d'électrolytes. Quand je parle de compenser la perte, c'est dans le cadre par exemple d'une pratique sportive, quand on va faire du sport qui fait très très chaud, des sports d'endurance où on est vraiment en train de suer à très très grosses gouttes, il convient quand même de se préparer en avance et de compenser cette perte d'électrolytes. D'ailleurs, dans ces cas-là, hein, on sera plutôt sur des solutions électrolytiques, même si, à titre personnel, ma boisson de l'effort, maintenant, c'est du lait cru. Je ne cherche même pas à faire des boissons de l'effort avec de l'eau, du miel et du sel, etc. Maintenant, je bois juste du lait cru et ça me va très bien parce que je peux le tolérer, justement. Voilà donc pour cette vidéo qui était plutôt rapide. Donc, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pour être réellement hydraté, il faut manger et il faut boire minéral, mais surtout, il faut s'imprégner d'électrolytes primaires, secondaires et des cofacteurs. C'est pas le tout de boire de l'eau en fait, hein. Et voilà. Donc, si votre diète actuellement, elle est un peu bancale, elle n'est pas très riche en vitamines et en minéraux, et non, les fruits et légumes ne sont pas très riches en vitamines et en minéraux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'en parallèle vous buvez beaucoup d'eau, eh bien en vérité vous vous déshydratez plus qu'autre chose. Et il est l'heure de corriger ça, hein, voilà, parce que si vous voulez en terminer avec vos problèmes digestifs, retenir l'eau et ses minéraux afin de l'utiliser efficacement, c'est primordial, tout comme les nutriments dans la nourriture. Pourquoi j'insiste autant sur cette notion-là? C'est parce que dans nos coachings, on a peut-être 3 quarts des gens qui n'ont pas une bonne hydratation, et beaucoup témoignent de cette dissonance entre ce qu'ils boivent et ce qu'ils excrètent. Et de toute façon, tous les symptômes de déshydratation, à savoir les maux de tête, la fatigue chronique, la bouche toute sèche, les cheveux qui cassent, la peau vraiment qui est toute craquelée. Ça arrive très souvent, cette constante impression d'être dans le gaz complet, comme un lendemain de soirée, hein. Et bien souvent la réponse se trouve juste ici. Donc comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou en DM Instagram sur notre compte. Et pour ceux qui ont besoin de notre aide pour intégrer dans leur quotidien une diète, mais pas que, hein, il y a aussi, on fera d'autres vidéos par rapport à ça, hein, mais la question du sport, du sommeil, du rapport au stress, etc. Mais si vous avez besoin d'aide et si vous voulez être suivi dans ce contexte-là pour enfin restaurer vos capacités digestives qui ont été altérées, nous sommes là pour vous aider à le faire et vous suivre. Pour ceux qui sont intéressés, envoyez un DM au compte Instagram et on se fera un plaisir de vous répondre.